La semaine dernière, nous avons vu le sociologue Edgar Morin fasciné par les crises qui bouleversent aujourd'hui nos sociétés, aussi bien celles qu'on appelle industrielles que celles qui se disent socialistes. Voici ce soir Edgar Morin tel qu'il se définit lui-même. Qui êtes-vous, Edgar Morin? Alors, qui suis-je? C'est bien difficile. Disons que si je veux me caractériser, je vois d'abord mes parents. Mon ascendance est judéo-espagnole, c'est-à-dire que dans ma famille, on parlait l'espagnol, parce que c'était ces juifs espagnols dont une partie avait été à Livourne en Italie, l'autre partie dans l'Empire ottoman, à Salonique, qui avaient gardé la langue, qui sont venus en France et qui déjà, au niveau de mes parents, sous l'influence du reste des idées françaises, laïques, étaient, je dirais, avaient perdu la croyance religieuse dans le sens fort. Ils avaient gardé un peu le sens tribal de la famille. Autrement dit, moi, je n'ai pas reçu, si vous voulez, au départ, une culture, disons, hébraïque spécifique de la part de ma famille. Ma culture, d'abord, je l'ai reçue de l'école. Je me suis identifié tout d'abord vers Saint-Gétérique, Jeanne d'Arc, à tout ça. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que je parle de la culture, mais je veux en venir à la question personnelle. Il y a aussi le fait que ma naissance fut un événement très, très traumatique, comme tout le monde, vous me direz où, un petit peu plus, dans le sens que je suis mort-né, je m'en souviens plus très bien. J'étais condamné à ne pas naître, ce que m'a appris mon père plus tard, puisque ma mère avait une lésion au cœur, mais quand elle s'est mariée, lésion qu'elle avait attrapée de la grippe espagnole qui a sévi en 1917-18. Mais quand elle s'est mariée, elle n'a pas dit à mon père, bien que ça lui interdisait d'avoir des enfants. Et quand le brave homme, après sa nuit de noces, lui a fait un enfant, elle s'est dépêchée par les moyens très difficiles et douloureux de l'époque de pouvoir le faire sortir avant terme. Mais il recommence une deuxième fois, et à ce moment-là, elle a beau aller voir ce qu'on appelait les faiseuses d'anges, le fœtus s'accrochait et ne voulait pas partir. C'était vous? C'était moi. Et alors, il est arrivé que, on avise la chose mon père, le médecin décide que de toute façon on sauvera la mère, que moi-même, sûrement perturbé déjà par tous ces événements, je sors par le siège, comme on dit, par les pattes, au lieu de sortir par la tête, que mon cordon ombilical est autour de mon cou. Bref, je suis mort-né. Je fais partie de la catégorie des morts-nés. Et sans doute, je rationalise peut-être c'est un élément d'angoisse important dans ma vie. Par exemple, je sens très fortement, je peux très facilement être angoissé par le cou. Par exemple, moi qui adore les cols roulés, j'en porte pas parce que ça me sert ma pomme d'Adam. Bon. Alors, je crois qu'il y a un facteur peut-être d'angoisse et d'inquiétude, surdéterminé par le fait que je suis né dans un milieu qui ne m'apportait pas des croyances culturelles comme ça, absolument transcendantes, évidentes. Je me suis fait moi-même ma propre culture, et très tôt, je dois dire, très tôt, j'ai découvert ma première patrie culturelle, c'était l'incroyance. En effet, j'ai été très séduit par les romans d'Anatole France, par toute une littérature sceptique. Après, je suis allé à Montaigne, tout ça. Et ça me plaisait beaucoup, c'est-à-dire de découvrir la relativité de tout, même des croyances qui nous semblaient les plus évidentes. Puis presque au même moment, je découvrais, je dirais, la foi. Pas la foi dans une religion révélée, mais la volonté de croire en l'humanité. Alors, c'est Romain Rolland avec Jean-Christophe qui m'a bouleversé. Et puis après, ce qui m'a aussi bouleversé, c'est cette idée de rédemption, de salut que je trouvais dans Tolstoï ou dans Dostoïevski. Et je crois que, dans le fond, toute ma vie s'est menée à la fois bataille et dialogue entre ces deux propensions. J'ai une propension, si vous voulez, à douter, à relativiser, à me relativiser, bien entendu, à douter donc de la vérité. Et puis j'ai une autre tendance à croire très, très, très profonde. Et c'est peut-être quand j'ai connu, plus tard, à 20 ans, la philosophie de Hegel, que j'ai vu la possibilité d'unir ces deux pulsions contradictoires qui, je crois, me marquent. Et aujourd'hui, je leur trouve un nouveau mode de convivence, dans la mesure où je crois de plus en plus que
il faut vivre avec l'incertitude, il faut vivre avec l'inquiétude. C'est-à-dire que toute ma vie, dans le fond, j'ai essayé de transformer ce qui pour moi était une source de malheur, de tristesse ou de crainte en quelque chose qui fait vivre. Mon image, si vous voulez, c'est celle du poisson qui, au cours d'un cataclysme de l'ère secondaire, peut-être la diminution du niveau des mers, se trouve obligé, n'est-ce pas, de vivre sur Terre. Alors, pour lui, l'air, n'est-ce pas, ce qui asphyxie les poissons, il doit obliger de transformer ce qui l'asphyxie en détoxifiant, en nourriture. Bon, eh bien, c'est un peu ça, transformer ce qui nous détruit en nourriture. Et c'est pour ça que ma maxime actuellement, c'est la pensée ne vit qu'à la température de sa propre destruction. Vous faites partie de ces intellectuels, de ces écrivains, sur qui l'histoire a laissé des traces. Il y a des dates qui marquent votre vie. Oui, c'est surtout, je fais partie d'une génération qui a, dans le fond, 12-13 ans, quand surviennent des événements très frappants en France, le 6 février, c'est-à-dire une sorte d'émeute, et puis la constitution du Front populaire, des batailles entre gauche et droite, la montée du fascisme autour, c'est-à-dire du nazisme, avec la puissance hitlérienne, et nous sommes beaucoup, disons, dans la cour de récréation et même en classe, de nous trouver politisés, sous l'influence des événements, voire de ce qu'on entend dire nos parents. Et effectivement, j'ai vécu dans ce climat et mes premières tendances m'ont fait aller, et c'est encore cette dualité en moi, me faisait aller tout d'abord dans les mouvements révolutionnaires qu'aujourd'hui on appellerait gauchistes, c'est-à-dire trotskistes, trotskisants, anarchistes, libertaires. Et parce qu'il y avait quelque chose de radical et de général qui me plaisait. Et à cette époque-là, je n'allais pas du tout vers le communisme stalinien, c'était l'époque des procès de Moscou. Et justement, les journaux que je lisais, cette presse-là était celle qui dénonçait avec le plus de virulence les mensonges des procès de Moscou. Alors, à ce moment-là survient, disons, un événement très important pour moi. Et si vous voulez, je peux dire que ce qui est curieux dans ma vie, c'est que j'obéis beaucoup au système décimal, puisque, comme je vous l'ai dit, ma naissance, c'est-à-dire l'an 0, pour moi, est un traumatisme. Mais 9-10 ans, c'est une époque aussi très crisique, dans le sens où c'est l'année où meurt ma mère, et pour un enfant unique, et du reste, comme pour tout garçon, enfin, la mère joue quelque chose d'énorme, d'océanique, et vraiment, c'est une perte, je dirais, inconsolable. Donc peut-être la blessure ne s'est effacée que très récemment. Et puis, 40, arrive quelque chose qui est à la fois un désastre national et une libération personnelle. En effet, mon père, qui était un homme, j'étais l'enfant unique, j'étais le survivant, il tenait beaucoup à moi, il veillait un peu trop sur moi, il avait peur de moindre de mes... J'allais dans un meeting, il avait peur, enfin bon... Ouais, par chance, enfin, personnelle, si j'ose dire, il se trouve mobilisé en 40, je suis un peu tranquille, mais surtout quand j'apprends en juin 40 que les examens que je devais passer sont supprimés à l'Académie de Paris, je prends le dernier train qui va à Toulouse et je pars en zone sud et brusquement je coupe mon cordon ombilical avec ma famille et je commence à mener une vie autonome d'étudiant et je satisfais un peu mes pulsions pour les autres en m'occupant des étudiants réfugiés qui étaient sur place. C'est une époque qui marque à la fois une libération, une coupure, ne pas savoir quel est mon destin. J'hésite aussi beaucoup parce que j'ai très peur. J'ai très peur de la vie, c'est-à-dire de la mort. Je vois la guerre qui va déferler et qui de plus en plus déferle autour de cette France qui était un petit îlot comme ça, asservi mais paisible, cette France du Sud, je veux dire. L'entrée dans la clandestinité me faisait peur, mais il fallait ce grand, je dirais, ce combat planétaire et mondial, le sentiment que le sort de l'humanité était en jeu, mon idée que moi, je n'allais pas rester comme ça dans un trou, alors que d'autres, des millions de jeunes, risquaient leur vie et mouraient. Enfin, c'est une sorte, le sentiment aussi de me libérer peut-être de cette culpabilité que j'avais de l'angoisse de ma naissance ou de la mort de ma mère. Enfin, beaucoup de choses ont joué. Et effectivement, je suis entré dans la résistance et dans le Parti communiste en même temps. Alors, le livre
souvent réédité, qui est très important dans votre œuvre, et qui raconte votre passage à travers le stalinisme français, s'appelle Autocritique. Alors vous avez choisi ce titre, pas pour rien. Pas pour rien du tout, parce que, si vous voulez, à la différence de beaucoup d'autres témoignages de gens qui ont fait la même expérience, mon propos dès le début n'était pas d'accuser les autres, c'est-à-dire d'accuser le parti méchant de m'avoir trompé, menti, etc. C'était de me regarder moi-même et de dire, c'est-à-dire de ne pas me dire ils m'ont trompé, c'est de dire pourquoi me suis-je trompé moi? Et c'est ça la question, si vous voulez, que j'ai voulu suivre dans mon livre, c'est-à-dire par quel processus psychologique et mentaux en suis-je arrivé finalement à justifier le communisme stalinien? Je dis justifier, non pas croire, parce que je n'étais pas de ceux, disons, qui ont participé au culte de Staline, mais je pensais qu'il fallait que, pour des tas de raisons politiques, il y ait un culte à Staline. Oui. J'ai justifié, et comment, après quelle lutte et quels combats intérieurs, je n'ai pas pu ne pas m'en arracher, c'est-à-dire à nouveau me retrouver en situation d'orphelin, situation que d'une certaine façon j'avais quittée en étant au sein de ce parti qui était à la fois maternel pour moi parce qu'il y avait cette sorte d'enveloppement de la chaleur des camarades et paternel parce qu'il exerçait une autorité qu'il fallait suivre. Oui, alors justement, vous expliquez très bien ce passage parce qu'à un certain moment vous dites triomphalement « j'ai chevauché l'histoire, j'étais au Parti communiste ». Ça, c'est le côté positif. Et puis plus loin, l'histoire est une catin qui s'offre toujours aux soudards vainqueurs. Alors là, vous avez perdu confiance dans cette histoire mythique qui faisait partie de l'attirail du stalinien moyen. Je dirais qu'il était un élément clé de ce que j'appelle la vulgate, de cette croyance très répandue que chez beaucoup d'intellectuels communistes, même qui étaient hors du parti, que, disons, on était dans le sens de l'histoire, ce qui permettait de justifier ou d'expliquer qu'il y avait peut-être des crimes, des erreurs, des horreurs, mais que c'était provisoire, que c'était à cause surtout des capitalistes, n'est-ce pas, de l'ennemi impérialiste qui encerclait l'URSS, que tout devait être mis, mais qu'on était dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire d'un épanouissement vraiment de l'humanité. Et comme en plus, disons, j'étais communiste, mais au moment où arrivaient quand même les succès russes, comme ça, les grandes victoires, Stalingrad, etc., il est évident que j'avais l'impression de chevaucher l'histoire. Le fait de participer à la résistance en France, c'était l'impression d'être un acteur dans l'histoire. Alors c'était la vision grandiose. Non seulement j'agissais dans l'histoire, mais c'était dans le sens glorieux et nécessaire. Et puis alors, donc, la deuxième phrase que vous citez, c'était effectivement le désabusement, c'est-à-dire ce chevauchement était à la fois réel, mais en même temps mythologique. Et puis cette histoire-là, je dis aussi dans ce livre, je crois, c'est que parfois, n'est-ce pas, bon, Jeanne d'Arc est réhabilitée, mais c'est un autre cochon qui la réhabilite, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est de ne plus... J'ai voulu lutter à la fin contre cette tendance à moi d'accepter le fait accompli et de le justifier. Et je me suis dit, au terme de cette réflexion du livre Autocritique, jamais plus je ne justifierai le fait accompli. Peut-être que je serai obligé de me taire, de ne rien dire, mais jamais plus je ne ferai cette chose-là. Et si vous voulez, c'est la leçon morale qu'on a tirée. C'est pour ça que une des choses de Solzhenitsyn qui m'a le plus impressionné, quand il donnait simplement cette instruction ou ce conseil, ne mentez plus. Moi, ce n'était pas la question de mentir, parce qu'on ne vivait pas dans un pays où on est obligé de mentir à cause de la politique officielle. Mais je me suis dit, ce n'est plus possible qu'on considère comme dans les profits et pertes, parmi les œufs brouillés pour faire des omelettes, n'est-ce pas, tant de morts, tant d'injustices, tant d'atrocités. Votre description du Parti communiste français est extraordinaire. Quand on la relit aujourd'hui, on a l'impression de lire du Kafka. C'était véritablement un monde clos, un monde terrible. Il y a eu un aspect kafkien, incontestablement. D'ailleurs, ça a été relaté par beaucoup de gens. Et ce qui est incroyable, je veux dire que, bien que beaucoup de gens en aient perdu le souvenir, y compris les gens qui ont vécu la chose, parce qu'il y a le problème du refoulement, c'est de comprendre comment, disons, beaucoup de gens, au départ, critiques, sceptiques, lucides, ont pu en arriver là. C'est un phénomène, disons, qui met en jeu les problèmes de la personnalité, moi ce que j'appelle la double personnalité. Il y a un moment donné où une deuxième personnalité en soi s'impose à la première et la domine.
Et puis après, il y a une révolution personnelle, et puis la personnalité refoulée ressort. Il se passe des phénomènes, je dirais, proches de la possession, mais pas la possession vaudou ou dans le candomblé, où on voit des gens brusquement possédés par des dieux. C'est un phénomène de possession par une idéologie abstraite, et je dirais même de possession par le parti. Quand, par exemple, j'étais convoqué, à l'époque, ce qu'on appelait le 44, parce que l'immeuble du parti n'était pas encore à place du colonel Fabien, c'était le 44 rue de Pelletier. Alors, bon, il y avait une sorte de... On était... D'abord, il y avait la porte grillée, il y avait des militants fidèles à tour de rôle qui se relayaient pour défendre, n'est-ce pas? C'était comme une sorte de forteresse-temple en état de siège. On vous regardait avec méfiance, on vous vérifiait l'identité, tout ça pour... avant de vous faire pénétrer par plusieurs portes, n'est-ce pas? Au sein des saints, jusqu'au cadre qui me convoquait. Et là-dessus, le cadre ou la haute personnalité disait « le parti te demande ». Autrement dit, c'est comme le prêtre qui dit « Dieu vous demande », n'est-ce pas? Là, c'était le parti. Et on était possédé par le parti. En fait, vous faites sans arrêt des références à la religion dans votre tableau de l'ère stalinienne au Parti communiste. Vous parlez d'exposés liturgiques, d'un responsable de fascination mystique des intellectuels, et le parti s'érige en sacrée congrégation. C'est une religion. Mais écoutez, c'est ça le problème extraordinaire et qui, à mon avis, a été mal élucidé, parce que il est évident que c'était une religion dont les religieux ne savaient pas qu'ils étaient religieux, parce qu'elle se faisait sous le couvert de la science, qui était identifiée au marxisme, et le marxisme lui-même était considéré comme l'instrument critique et rationnel le plus accompli des temps modernes. Une immense aberration. Donc oui, mais celui qui se croyait marxiste, celui qui était marxiste, communiste et stalinien, ne se pensait pas du tout qu'il était lui-même la même race que les Torquemada, que les pontifes. Il se croyait lui de la race des Voltaire, des Karl Marx, parce que Karl Marx n'était pas comme ça. Et alors, il ne savait pas qu'il était religieux. Et justement, quand on leur disait, mais tout ce qui se passe est absolument religieux, du reste, Khrouchtchev a eu tout à fait raison d'employer ce mot culte de la personnalité. Bien entendu, ce n'est pas un mot qui explique tout, mais il y avait du culte. Il y avait, d'abord, le langage est un langage litanique, c'est un langage rituel. La référence à Marx, à Lénine, à Staline, c'était une référence exégétique, exactement comme dans cette littérature bégayante que vous trouvez dans les vieux textes sacrés. La vérité du texte cité, peu importe, n'est-ce pas, on prenait tantôt un texte, tantôt un autre contradictoire, mais du même auteur. Puis, il y avait un sens de la hiérarchie, la cooptation, le mystère, le saint des saints, la communion des fidèles, enfin, mais tout est absolument religieux. L'étonnant, c'est qu'on ne s'en rendait pas compte. En fait, si la France était devenue une démocratie populaire, on aurait assisté en France au même processus qu'en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie. La démocratie populaire n'est pas une chose slave, comme on l'a dit sottement, n'est-ce pas? Peut-être que la première forme de ce système est née dans les pays de l'Est, mais il s'applique dans tous les pays dits hyper évolués, comme l'Allemagne de l'Est, comme les pays dits sous-développés. C'est un système qui peut durer, et tant qu'il a la force, il peut durer indéfiniment, puisque son originalité est de supprimer dans l'œuf, dès le départ, toute germe de contestation idéologique ou politique. Aujourd'hui, l'intelligentsia française et européenne, les intellectuels, semblent avoir exorcisé leur marxisme originel. Vous, qui avez été l'exclu du Parti communiste des années 50, comment est-ce que vous analysez cet exorcisme, cette mutation? Oui, moi je crois que ce qui s'est passé dans les années 70, ça a été un phénomène de désenchantement provoqué par les événements eux-mêmes. Il faut dire que, par exemple, l'URSS a cessé d'être enchantée déjà à l'époque du rapport Khrouchtchev, mais c'est aggravé au moment surtout de l'invasion de la Tchécoslovaquie. Autrement dit, tous les espoirs d'un communisme libéral sont tombés. Alors, il y a eu un report, disons, de l'espoir ardent ailleurs, notamment en Chine. Mais alors, en Chine, une fois passée la révolution culturelle qui de loin semblait quelque chose de merveilleux, de spontanéité, de fraîcheur, on ne savait pas encore qu'il y avait des milliers et des milliers de morts. Eh bien, une fois passé ceci, on s'est rendu compte que sous le culte à Mao, il y avait des intrigues de cour, il y avait des conflits, il y a eu l'affaire Lin Biao, l'affaire de la Bande des Quatre,
Et là aussi, disons, il y a eu la prosaïsation de la Chine. Bon, Cuba, eh bien, quelques documents arrivent et on apprend que le petit paradis tropical est peut-être un enfer de poche. Et puis, alors, quoi, le Vietnam, oui. Et puis, on se rend compte que tous ces gens qui quittent Saigon, n'est-ce pas, que tous ces gens qui sont prêts à se jeter à la mer pour fuir un régime qui est leur libération. Et puis, on dit, et le Vietnam attaque le Cambodge, et le Cambodge lui-même, mais que s'est-il passé sous Pol Pot? Alors, tous ces lieux qui étaient les lieux mythiques du salut, n'est-ce pas, où on croyait que c'était le communisme, le peuple qui allait opérer le salut. Alors, on est désabusé. Il y a le choc en retour qui est très très dur. Alors, ce qui se passe effectivement, c'est qu'au niveau de ce qu'on peut appeler la haute intelligentsia, il y a crise du marxisme et remise en question. Et il y a beaucoup plus, si vous voulez, une sorte de rejet, de vomissure, plus que de réflexion, puisque moi, personnellement, par exemple, je pense, si vous voulez, depuis les années 60, que le marxisme est devenu l'idéologie la plus réactionnaire de notre époque. Ce qui ne veut pas dire que, par ailleurs, il y a des aspects secondaires où il continue d'être élucidant, de révéler des problèmes qu'avant on ne voyait pas, comme notamment la lutte des classes dont on parlait l'autre fois. Mais majoritairement, ça sert à aveugler les gens. Il sert à aveugler les gens sur quoi? Sur le pouvoir de l'État, sur le pouvoir du parti, sur la nature réelle de ce qui se passe dans les pays de communisme, ou soi-disant communistes. Alors, donc, il est devenu réactionnaire. Mais je ne considère pas pour autant que Marx, en tant que tel, soit mort. Marx reste un grand penseur de l'humanité, comme Descartes, comme Hegel, comme Platon. C'est-à-dire qu'on peut toujours relire Marx. On ne peut pas attribuer à Marx toutes les culpabilités historiques qui sont venues de ceux qui sont réclamés de Marx. Mais ceci dit, il est vrai qu'aujourd'hui, dans les sommets du monde intellectuel, il y a une crise du Marx. On se rend compte que c'est un système qui n'explique pas tout. On se rend compte qu'on parlait au nom de la classe ouvrière dans des pays où il n'y a pas de classe ouvrière. On se rend compte que brusquement, il y a eu une sorte d'illusion fantastique qui se déchire. Alors, revenons à vous. Vous dites qu'aujourd'hui, vous sentez bien que parmi les défroqués, les heimatlos, les cosmopolites et les exclus, c'est le monde dans lequel vous aimez vivre, dans lequel vous vous sentez bien. Écoutez, j'ai gardé bien. Voilà, tout d'abord, je suis tout à fait surpris quand on me considère comme un personnage consacré ou intégré. Bien entendu, j'ai un pied dans le système, j'ai un pied dans le CNRS qui me fait vivre, dans l'institution scientifique, dans la vie publique. Mais mon autre pied, auquel je tiens, je prends mon pied, si j'ose faire cette mauvaise plaisanterie, c'est l'autre, c'est celui dans lequel je me sens vivre. Moi, je suis resté d'abord frère de beaucoup de gens comme moi qui ont cru dans le communisme et qui ont eu une atroce désillusion et souffrance, d'autant plus qu'ils sont restés dans les pays de l'Est, ou bien d'autres sont devenus émigrants, donc sont devenus des heimatlos d'une certaine façon. Une chose qui m'a touché, c'était il y a quelques jours la visite à Paris d'une amie roumaine que je n'avais pas vue depuis 10 ans. Et je pense, disons, à la tristesse de ces gens qui sont seuls, dont la vie est barrée. Bon, par ailleurs, effectivement, moi je ne suis pas à l'aise chez les gens qui sont détenteurs du savoir officiel. Je vous ai dit, j'aime pas les gens qui disent la vérité parle par ma bouche, la science parle par ma bouche. J'ai horreur de tout pouvoir d'autorité. Et je le ressens, y compris dans le domaine universitaire ou scientifique, parce qu'un tel est un grand patron ou un tel est un grand professeur. Pour moi, ce qui m'intéresse sont qui ont appris leur propre savoir dans leur autodidactisme, dans leur lutte pour la vie, en essayant de transformer leur expérience en conscience. Et ce sont des gens qui, nécessairement, sont des gens qui ont été marginalisés, rejetés, que sans arrêt, on a voulu rejeter dans les poubelles de l'histoire. Moi, le plus beau compliment, c'est quand un tract a été fait, pour moi et quelques-uns des camarades d'une revue que je faisais, qui s'appelait Argument, et on nous disait, on proclamait qu'on nous jetait dans les poubelles de l'histoire. Eh bien, vous parliez de l'histoire tout à l'heure. Je veux
rester dans ces poubelles. Je ne veux pas être du côté des vainqueurs ni des officiels. Et d'autre part, du point de vue du mode de vie, il est certain pour moi que ceux qui ne vivent pas le genre de vie rituel, conventionnel, de complaisance, d'habileté, de relation, mais de ceux qui essayent de vivre une vie de tendresse ou de fraternité. C'est ça qui m'intéresse et je trouve plus la tendresse et la fraternité chez ces déviants, exclus et marginaux. Et aujourd'hui, après toutes ces batailles et après toutes ces désillusions, comment vous sentez-vous dans votre peau d'homme? Mais j'ai pas eu beaucoup de désillusions à part ce processus, effectivement, de désabusement énorme qui s'est passé il y a longtemps, dans le fond, de 47 à 57, disons, ça a été ce travail. Mais moi, vous savez, je suis un pessimiste optimiste, c'est-à-dire que mon esprit me voit autour de moi toujours l'éventualité, probabilité, n'est-ce pas, du malheur et de la catastrophe. Je crois que, enfin, tout va mal dans le sens que, disons, la faim dans le monde s'accroît, la population s'accroît par rapport à la production de nourriture, que le stock de bombes atomiques s'accroît, que les pouvoirs de manipulation de l'humanité s'accroissent, etc. Puis en même temps, je sais que dans le passé, les grands et les beaux événements ont toujours été improbables. Bon, je ne parle pas simplement... C'était improbable, cette extase de la libération de Paris en 1944, quand on était en pleine lutte de l'occupation en 1940. C'était improbable, pour moi, cette révolte des ouvriers hongrois en 1956-1957, comme du reste, ce qui s'est passé avec les ouvriers polonais au cours de cet été. La victoire des Alliés était improbable en 1940. Et De Gaulle, le langage de Gaulle pouvait sembler celui d'un fou. Je dirais même que le fait que la petite Athènes ait pu résister à l'énorme empire perse, n'est-ce pas, c'est une chose hautement improbable. Mais je dirais même que la naissance de l'homme, si vous étiez un voyageur cosmique, vous seriez arrivé sur Terre il y a 10 millions d'années, vous aurez vu quelques singes très intelligents, mais est-ce que vous auriez pu penser que l'un des descendants de ces primates édifierait la tour Eiffel, ferait les œuvres de Descartes ou de Newton? Bon, c'est pas possible. Je veux dire que l'avenir, si vous placez un moment de l'histoire, tout ce qui s'est créé, tout ce qui a été inventé semble impossible et impensable. Et moi, j'ai foi, justement, en l'improbable. C'est au Salk Institute de San Diego, en Californie, qu'Edgar Morin passe en 1969 quelques-uns des mois les plus heureux, les plus enrichissants de sa vie. Découverte de l'Amérique par un intellectuel français. Un livre au bout du voyage, le Journal de Californie. L'ouvrage d'un sociologue, mais aussi d'un poète.